utiliser. Et donc, ça va être tout simplement, on va tester l'état. L'état qu'on a atteint, est-ce que c'est l'état final, oui ou non? Donc, si état final, donc on va écrire si état final. Donc, c'est un résumé des règles, bien sûr. Donc, pour savoir si c'est un état final, on va tester chaque case par case, comparer, etc. Donc, si état final, donc on va l'écrire comme ça, état final non atteint, non atteint, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si état final non atteint, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous avons besoin, bien sûr, ici, pour ce problème, nous avons des opérateurs. Un opérateur. Cet opérateur, c'est quoi? C'est l'opérateur de déplacement vers le haut, opérateur de déplacement vers le bas, déplacement de la case blanche. Donc, si état final non atteint, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer notre case, tout simplement. Parce que c'est une recherche dans un espace d'état. Et le fait de déplacer la case blanche, cela veut dire qu'on est allé vers un autre état, oui ou non? Oui? Vous suivez? Oui. Voilà. Donc, ça va être déplacement, tout simplement. On va faire l'action de déplacement. Déplacement de quoi? De la case blanche. Donc, on va appliquer l'opérateur de déplacement de la case blanche. Déplacement, donc ça va être déplacement case blanche vers les toutes les directions possibles. Case blanche, donc on va faire comme ça, case B, la case blanche, vers, vers, haut, bas, les opérateurs, on va les appeler comme ça. Gauche, droite, bien sûr, si possible, parce que c'est possible que notre case, elle est par exemple ici, par exemple au niveau du coin ou bien ici, on ne peut pas aller si on est ici par exemple, on ne peut pas aller vers la droite, par exemple. Donc, si possible. Ah, donc ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Donc, si état final non atteint, bien sûr, on va tester dans une autre règle un autre état. Mais ici, si état final non atteint, ça veut dire que ce n'est pas l'état qu'on recherche. Alors, ce qu'on va faire, on continue à faire les déplacements de la case blanche. Donc, on continue à faire notre recherche, à explorer notre espace de recherche dans les différents états possibles. Oui ou non? R2. Voilà, R2. Donc ça, première règle, c'était tester est-ce que l'état non atteint. S'il est non atteint, ça veut dire on peut continuer à rechercher, on est obligé de continuer à rechercher l'état souhaité, l'état but, ou bien l'état final, par le déplacement de la case blanche vers les quatre directions. On obtient, bon, supposons que c'est le 6 qu'on va, que celle-là, par exemple, celle-là, pour l'état initial ici. Si on va déplacer la case blanche, on aura 3 possibilités seulement. On ne peut pas aller vers le bas. Vous êtes d'accord? Oui? R2. Alors, R2. Qu'est-ce qu'on va faire? On a obtenu, bon, supposons qu'on a obtenu 4 états maximum. 4 états possibles à partir du déplacement, de cette action-là, l'action du déplacement ou bien de l'application de l'opérateur de déplacement de haut, bas, gauche, droite. Supposons qu'on a obtenu 4 états possibles. Qu'est-ce qu'on va faire pour chaque état? On les compare avec l'état final. Voilà. Donc ici, si, donc la règle, comment va-t-on l'écrire? On va écrire comme ça, par exemple, si déplacement, par exemple, c'est-à-dire si on a fait un déplacement de la case blanche, si déplacement, comme ça, alors on va tester chaque état. Est-ce que c'est l'état final? Alors, comment savoir que c'est l'état final? On va tester, c'est ça, tester. On va tester, on va écrire comme ça. Supposons que ça, c'est une fonction, hein. Tester, état,
tester état but, par exemple. Tester but. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, on va tester tous les états qu'on a obtenus. Alors, ça va être alors, tester but, c'est-à-dire ici, pour chaque état, tester chaque état obtenu. Chaque état obtenu. Chaque état obtenu par cette règle-là. Bien sûr, test but, par exemple, état. Et ici, état peut prendre 4 valeurs possibles, 4 états possibles, au maximum. Hein. Alors, R3, on est en train de tester. Qu'est-ce qu'on fait? R3. Si, bien sûr, c'est une fonction, ici, test but, c'est une fonction. Alors, si test but, qui est une fonction, On vérifie la valeur retournée par la fonction. Si elle est vraie, alors on arrête. voilà. Alors, vrai, ça veut dire quoi? Alors, si test but de état, bien sûr, de notre état, pour chaque état, on va faire ceci. Alors, si test but état égale à quoi? Qu'est-ce qu'on va tester vrai, dans cette... alors état final, attends. Alors, vrai veut dire quoi? État final, attends. État final, non, mais concrètement, ça veut dire quoi? Si on veut utiliser une fonction pour comparer un état avec un autre état, avec l'état final, qu'est-ce qu'on peut comparer, par exemple? Concrètement, comment va-t-on le programmer? Je veux dire, test but, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner un 0. Oui, 0 veut dire quoi? Veut dire que l'un des états précédents égale à l'état final. Égal à l'état final. Mais qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi? Égal à 0. Test but égal 0 veut dire concrètement veut dire quoi? Ce sera une fonction booléenne qui va vérifier chaque case. Oui, oui. Donc finalement, elle va vérifier chaque case. Finalement, test but, elle va nous renvoyer quoi? Si c'est une valeur numérique. Ça va être par exemple, d'après vous, ça va être par exemple quoi? 0 veut dire l'état final, ça veut dire que finalement, si 0 est l'état final, ça veut dire que finalement, on va comparer le nombre de cellules, ou bien de cases, mal placées au niveau de notre état, par rapport à l'état final. Oui ou non? On compte le nombre de cases mal placées. Si on trouve le nombre de cases mal placées égale 0, ça veut dire que tout est bien placé. Et c'est l'état final. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc, si test but de état égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On arrête. On arrête. État final. Donc, alors, on peut afficher, alors, comme ça, alors, afficher, par exemple, état final atteint, état final atteint, atteint, et arrêter. Atteint, point, et l'action, donc ça c'est l'action d'affichage, arrêter, arrêt. Voilà. Est-ce que nos règles sont complètes pour ce problème? On a le sinon. Donc, on n'est pas en train de faire du procédural. Hein? Donc, ce n'est pas si, alors, sinon, etc. C'est des règles. C'est des règles. Donc, ça va être R4, ça va être comment? Et on évalue chaque règle l'une à la suite de l'autre, bien sûr. R4, ça va être quoi? Donc, ce n'est pas Si du procédural. test but état est différent de 0. Voilà. Si test but état, donc on va test but, voilà, de état, de notre état, différent de 0, différent de 0. Dans ce cas-là, alors, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? On rechoisit un autre état et on repasse par tous les règles. Quel Les état qu'on va expressions. choisir? Par rapport à la fonction but, Oui, puisque puisqu'on a utilisé une fonction but, on va essayer d'utiliser cette fonction. C'est-à-dire pour, finalement, ça va jouer en quelque sorte, l'utilité, la fonction utilité. C'est-à-dire, essayer d'aller le plus vite possible vers la solution. Donc pour aller le plus vite possible vers la solution, on va choisir, la valeur test but, c'est-à-dire l'état qui nous donne le moins de cases mal placées. C'est-à-dire qui est proche de l'état final, finalement. Vous êtes d'accord? oui, Voilà, donc on va choisir finalement, donc alors choisir la minimale, test but minimale et explorer, réévaluer les règles. Donc choisir, alors choisir l'état qui a la valeur test but minimale, choisir état avec test but minimal et refaire l'évaluation de donc une fois qu'on a choisi le minimum, on va refaire l'évaluation, on va venir ici, c'est état final non atteint, alors on va faire le déplacement et on revient. Est-ce que c'est clair pour cette histoire de donc finalement, c'est une autre manière c'est une autre manière de programmer, hein. Au lieu de faire du procédural, donc si, alors, tant que et cetera, on utilise des règles et c'est une autre façon de programmer. Voilà, c'est une autre façon. C'est le déclaratif. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour ça? oui, Voilà. Oui, Donc, madame. voilà. Donc, si état final non atteint, alors déplacement de la case blanche vers haut, bas, gauche, si possible, bien sûr. Après, si déplacement, alors tester les 4 buts les 4 états maximum avec la fonction. Si c'est 0, alors état final atteint puis arrêt. Sinon, on va prendre le minimum et on réévalue les règles. Bien sûr, la fonction test but, c'est le nombre de cases mal placées par rapport à l'état final. Maintenant, si on veut faire ceci, c'est-à-dire si on veut réaliser ceci, parce que ici, appliquer les règles proposées, ces règles-là, pour le passage de l'état initial vers l'état final. Donc, ça va être tout simplement comme ça. C'est-à-dire, on va faire notre état comme ça. Donc, on va simplifier l'écriture. Donc, ça va être 2, 8, 3, 1, 6, 4, comme ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas l'état final. Qu'est-ce qu'on fait? On va, non, 7 et 5. Voilà. Ici, la case blanche, on va appliquer l'opérateur, bien sûr, de déplacement. Donc, la case blanche, on peut la déplacer vers la gauche, vers la droite, vers le haut. Mais on ne peut pas la déplacer vers le bas. Donc, on aura combien d'états? Donc, c'est un programme de recherche. Voilà. C'est une recherche dans un espace d'état. Donc, si on va aller vers le haut, le bas, gauche, droite, on applique l'opérateur. Vers le haut, on aura cet état-là. 2, vous me dites? 2, vers le haut. 2, 8, 3, 1, 1, case vide, 4, voilà, 4, 7, après 6, 7, 5. 7, 6, c'est ça? Vers le haut. Oui, Voilà, 6, puis 5. La même chose pour ici, pour bas. Ah, alors, pour bas, on ne peut pas le déplacer. voilà, on ne peut pas, donc on va écrire impossible. Impossible comme ça. Vers la gauche, ça va être 2, 8, 3, case blanche 4. Vers la gauche, donc ça va être une case blanche, après le 7, après 5. 5. Voilà. C'est clair pour ces déplacements? Après, qu'est-ce qu'on fait? On a obtenu. Donc pour la droite, donc on va faire pour la droite après. Alors pour la droite, ça va être 2, 8, 3, 1, 6, 4,
comme ça, vers la droite. Donc 7, 5 et case blanche ici. Voilà. Donc vers la droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on applique? La deuxième règle, si déplacement, alors on va calculer avec test but, donc on va choisir une autre couleur. Alors comment, pour les couleurs, comment choisir? Non, les couleurs. Où est-ce qu'elle- ah, voilà. Donc on va choisir cette couleur. Voilà. Donc ici, vous me donnez les valeurs maintenant de test but. Bien sûr, on aurait dû calculer même test ici la valeur pour dire que ce n'est pas l'état final. Ensuite ici, alors vous me donnez la valeur de test but. Ici, pour le premier état, celui-là. H. Combien? 3. 3. Donc, test but, c'est quelle case? Alors, celle-là, elle est bien placée, celle-là, elle est bien placée, le 1 bien placé. Alors, 4, bien placé, 7, bien placé, 6, mal placé, et 5. Donc, combien de cases qui sont mal placées? Ah, par rapport, pardon, Par rapport à l'état final. je suis en train de regarder l'état initial. Par rapport à l'état final. Hein. Alors, le nombre de cases mal placées, donc c'est celle-là. C'est le 2, le 8 et le 1. Voilà. Donc, finalement, 3. On va faire comme ça. Ici, on n'a pas de valeur. Ici, combien? Combien? Alors, 1, 2, le 1 il est mal placé, 3, le 7, oui. Combien? Où est-ce qu'elle est? Le 6, il est On où? a entre le 1 et le 4, on a le 6. Oui, oui, parce que je suis en train de regarder. Oui. Voilà. Couleur, je reviens. Je suis en train de regarder où est-ce qu'il est. Il y a un manque. Voilà. Combien maintenant? Les mal placés? Alors, les mal placés. 6. Combien? 6. 6 mal placés. Attendez. On a le 2 mal placés. Oui, madame, 6. 6. Ici, combien? Troisième. Le troisième, combien? 6. 6. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Pour réévaluer les règles. On va choisir le haut quand on a Voilà. Donc, déplacé on va vers le commencer haut. par celui-là et on fait la même chose. On fait la même chose. Voilà, on déplace vers le haut et jusqu'à avoir test but égal 0. C'est clair? Oui. Voilà, donc c'est une autre façon, c'est-à-dire pour voilà, là, bon, j'ai oublié que j'avais mis la solution. Donc ici, voilà, on fait le calcul, etc. Et on trouve les différentes valeurs et à chaque fois, on prend la minimale jusqu'à obtenir à la fin celle-là. L'état but final quand on trouve test but égal à 0. Voilà. Maintenant, l'exercice 6. Alors ça, on revient toujours vers le WinPlus. Alors pour ce WinPlus, nous avons considéré la situation suivante dans le monde du WinPlus. Donc nous avons
ce qui signifie qu'il y a un puits dans le carré IJ et 16 variables BIJ, brise, dans le carré IJ. Voilà, ou bien dans la cellule IJ. Alors ici, comment formaliser ces règles-là? En utilisant les PIJ, les BIJ, etc. C'est comme pour l'exemple qu'on avait donné pour le Wimpus, on avait travaillé avec le Wimpus, avec les WIJ. Alors, quelles sont les règles qu'on peut écrire petites, hein? On ne va pas écrire toutes les règles parce que le nombre de règles, c'est très grand, mais on va exploiter ce début-là, les règles de ce début-là, pour pouvoir les exploiter par la suite et pouvoir faire notre inférence. Et voir, alors la deuxième question, c'est montrer en utilisant les règles d'inférence que je vous ai données, les règles d'inférence, c'est celle-là. Voilà. C'est le modus ponens, modus tollens, introduction et élimination et double négation, résolution unitaire, résolution et transitivité. On utilise les règles d'inférence pour montrer en utilisant les règles d'inférence que le carré 3,1, celui-là, 3,1, contient un puits dans la situation donnée. C'est-à-dire montrer que KB, c'est-à-dire la base de connaissances, knowledge base, satisfait P3,1. C'est-à-dire que P3,1 est vrai. La base de connaissances KB est composée de propositions de la partie petit a, ainsi que les percepts de l'agent, bien sûr. Remarque, les carrés déjà visités ne contiennent pas de puits, bien sûr. Alors, les règles. On va donner seulement les règles qui nous intéressent, c'est-à-dire qui nous permettent de résoudre cette question-là. Alors, le fait qu'ils nous disent ne contiennent pas de puits. Alors, les cases visitées ne contiennent pas de puits, ça veut dire que finalement, alors, qu'est-ce qu'on peut écrire par rapport à la brise, hein? Puisque ce qui nous intéresse, c'est les puits. Donc, si la brise, c'est la perception de l'agent, et le puits, c'est ce qu'on va déduire. Est-ce qu'il y a un puits dans les cases adjacentes? Oui ou non? Alors, pour la brise, la case 1,1, est-ce qu'elle contient la brise? Une. Est-ce qu'il y a la brise au niveau de 1,1? Non. Non, il n'y a pas. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, règle 1, on va commencer par celle-là. C'est-à-dire on va écrire seulement les règles qui nous intéressent pour résoudre ce petit problème. Parce que le nombre de règles est très grand. Hein, parce que le nombre de... nous avons combien de variables? Combien de variables? Après chaque variable pour chaque case. Nous avons 16 pour chaque variable. 16 pour chaque variable. C'est-à-dire nous avons les P pour le puits. Nous avons P11, P12, P13, P14. Donc 16 déjà. La même chose pour Wimpus, W11, W12. La même chose pour Brise, B11, B12, B13, 16. Combien de... Donc finalement, on aura beaucoup de variables. Mais on va écrire seulement les règles qui nous intéressent. Alors, nous avons dit, la première case, il n'y a pas de brise. Donc, on peut écrire non B11. Oui. Alors, la règle, maintenant. Ceci veut dire quoi? Alors, bien sûr, s'il n'y a pas de brise au niveau de la case où on est, ça veut dire qu'il n'y a pas aussi de puits, hein? C'est évident. C'est-à-dire la même case. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire par rapport au puits? Brise indique les puits. Donc, s'il n'y a pas de brise, ça veut dire que pas de puits. À quel niveau? Non, P11. Voilà, déjà. Non P11. Aussi. Et, on va écrire comme ça. Et. Aussi. Alors. Non P21 et non P12. Voilà. Les non cases adjacentes. P21. Et non P
N2. P, N2. Ça, c'est une règle qu'on va exploiter par la suite pour faire de l'inférence. Alors, R2. Alors, R2. Est-ce que dans N2, nous avons de la brise? N2. Non. Non. Alors, ça va être non, B, 1, 2. Qui implique quoi? Le fait de ne pas avoir la brise au niveau de N2. Cela veut dire qu'il n'y a pas de puits dans la même case elle-même. Donc, finalement, c'est non P. Vous me dites. Non P12, non P22, Voilà. Non. non P13. Voilà. Non P22. Non P22 et non P13. Les cases adjacentes. Non P13. Alors, aussi. Non P11. Oui, voilà. Donc, nous avons dit non P13. Et aussi en bas, non P11 aussi. Non P11. Donc, nous avons 4 propositions élémentaires. Maintenant, la règle R3, ils nous ont dit, donc d'après, bien sûr, la base de connaissances, c'est un ensemble de règles, je vous ai dit beaucoup, mais on va écrire seulement celles qui nous intéressent, qu'on va utiliser par la suite. Alors, ici, nous avons, alors, nous avons ici 2, 1. Nous avons la brise. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Si nous avons la brise en 2, 1, B21, B, 2, 1, ça va nous donner quoi? Alors, B de 1, cela veut dire? Alors, que veut dire ceci? Ça implique quoi? P21, Oui. Oui. Continue. Non, B de 1, ça veut dire que... non, je veux dire B de 1. C'est-à-dire il y a la brise ici. Le fait d'avoir la brise ici veut dire que nous avons le puits soit ici, soit ici, soit ici, soit dans la même case elle-même, par exemple. Alors, ça va être donc ou P11 c'est un ou O. Voilà, P22. c'est un O. Donc, c'est P1 ou P11 ou P11 ou P22 ou P22 ou P31. P3. P3. Voilà. Nous avons écrit quelques règles. Par la suite, on va répondre à la question B. Alors, la question B, c'est de chercher à prouver que, montrer en utilisant les règles, que le carré 3,1, c'est-à-dire cette case-là, elle contient le puits. Satisfait notre base de connaissances KB, satisfait P3,1. Bien sûr, la base de connaissances, c'est les règles, plus les perceptions de l'agent. Alors, par quoi va-t-on commencer? Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme règle d'inférence? Premièrement, première étape. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Modus ponens, par exemple. Entre quoi et quoi? La première règle, R1 par exemple, si on veut utiliser la règle R1, alors comment va-t-on écrire cette inférence? Vous me dites. Alors,
C'est comme on a fait la fois passée pour le Wimpus, c'est la même chose. Donc, on va utiliser le modus ponens, MP. Pourquoi? Parce que je sais que non B11, je le sais. C'est une perception de notre agent. Donc, modus ponens entre, on écrit entre. Ça, c'est la première, c'est la preuve finalement. C'est une suite d'utilisation de règles d'inférence pour, c'est une preuve. MP entre non B11, qui est une perception de l'agent, non B11. On sait qu'il n'y a pas de brise au niveau de la case 1, et quoi? Et R1. R1. Voilà. Et la règle R1, qui est une implication. On est en train d'appliquer ceci. Le modus ponens, c'est-à-dire le A, voilà, c'est non B11. Le R1, c'est toute cette règle, cette implication, et on peut déduire B. Alors, qu'est-ce qu'on déduit finalement? Qu'est-ce qu'on Non déduit? P11 et non P2. Après, on va, pour ne pas réécrire, on va faire directement l'élimination du et. Hein. Donc, on va écrire directement non P11. Normalement, on va écrire deuxièmement élimination du et. Mais parce qu'on va obtenir cette conjonction, toute cette conjonction. Mais on va faire l'élimination directement. Donc, ça va être non P11, non P11, virgule, non P21, P21, virgule, non P12. Voilà. P1, 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, la R2? Comment peut-on l'utiliser? Deuxièmement, et avec quelle règle d'inférence? Deuxièmement. Alors, vous me dites. Deuxièmement. Alors. Modus ponens entre non B12, qui est une perception de l'agent, et R2. Ça va nous donner quoi? Après élimination du et, ça va nous donner, vous me dites? Vous Non suivez? P12. Voilà, non P12, non P12, voilà. Virgule non P22. P22, P22, 22, comme ça, virgule, non P, P13. Il y a 3, c'est ça? Oui. Voilà, P13. Voilà. Ensuite, Non, P11. ah oui, il y a le non P11. On ne l'a pas écrit. Ah si, il est là, il est là. Non P1. Non P1. Voilà. Troisièmement, le B21. Et nous avons B21. Donc, on peut appliquer aussi le modus ponens. Donc, ça va être modus ponens aussi, B21, modus ponens, entre, bien sûr, B21, B21, qui est une perception, et R3, P11, madame, on a oublié P1. B21. C'est ça? Celle-là, la R3. Et R3. Vous suivez? La troisième R3. On peut l'utiliser parce que B21, on l'a.
C'est une perception. B de 1 brise au niveau de B de 1. Donc, on peut l'exploiter avec la règle R3. Et ça va nous donner tout ça. Ça va nous donner tout ça. Alors, pour ça, on va obtenir P de 1 ou P11 ou P de 2, voilà, ou P31 ou P31. P31. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Quatrièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme règle d'inférence. Résolution unitaire. A Oui, ou B et non B. voilà. Résolution unitaire. Entre quoi et quoi? Donc, on va écrire directement. Entre P, P de 1 ou P11 ou P P de 2 ou 1 P31 avec non P11. Bien et non non P1 de 1. non P de 1. Donc, P de 1 avec non P de 1. Donc, P de tout ça, pour ne pas écrire, tout ça. Voilà, donc c'est un ou, etc. Comme ça, tout ça. Et non P de 1. Non P de 1. On n'a pas le pi en P de 1. P de 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? Vous me dites rapidement. P11 ou P22 Voilà, les ou trois. P31. Parce que Voilà. nous avons P de 1 ici, donc on applique la résolution unitaire, ça va nous donner le reste. Donc, le reste, c'est P11, P11 ou P22, P22 ou P31. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut appliquer aussi? La même règle avec non P11. Voilà. Donc, cinquièmement, ça va être la même règle, résolution unitaire. Cette fois-ci, donc pour ne pas résolution unitaire entre celle-là, entre celle-là, ce qu'on a obtenu, tout ça, et non P11. Et non P11. Voilà, non P11. On obtient comme résultat le reste. Donc, ça va, le reste, c'est quoi? C'est P. Ça, c'est quoi? C'est P de 2. Donc, on obtient P de 2, P de 2 ou P3. P3. Voilà. On refait la même chose avec non On P22. fait la même chose. Donc, on aura besoin d'une sixième étape. Donc, sixièmement, ça va être toujours résolution unitaire entre ce qu'on a obtenu, donc ça, et non P3, c'est ça? Non P de 2 et non P de 2. On n'a pas le puits au niveau de P de 2. Et qu'est-ce qu'on obtient? P3A. Voilà. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Voilà. On obtient P3,1 et c'est ce qu'ils nous ont demandé dans la question. C'est clair? Oui. OK. Madame, Donc, vous pouvez reprendre la résolution unitaire, s'il vous plaît. je reviens. Alors, j'avance dans ce cas-là parce que, voilà. Voilà la solution. Alors, la résolution unitaire, c'est quoi? On applique cette règle. Voilà, celle-là. Celle-là. C'est quoi cette règle? Si nous avons A ou B vrai et nous avons le nom B, alors on peut déduire le A. C'est clair? Alors ici, A ou B. Donc notre A ici, pour la résolution unitaire, on a commencé la résolution à la règle R, à l'étape 4. Donc la résolution entre tout ça, donc ça c'est quoi? Ça c'est disons le B, et tout ça c'est le A. Vous voyez? Non, c'est le contraire.
Le A, parce qu'on déduit le A. Donc ça, c'est le A. Ça, c'est le A. Voilà. Où est la partie qui est A? Où est la... C'est pour faire l'analogie avec le A ou le B. Alors, la partie... Alors, ça, c'est le A. Ça, c'est le A. Ça, c'est le A. Tout ça. Vous le voyez? Tout ça, c'est le A. Tout Oui, ça, madame. c'est le B. C'est clair? Ça, c'est le B. Oui. Et donc, on peut déduire résolution unitaire. Nous avons non B. Alors, je me suis trompée. C'est pour faire l'analogie que je ne me retrouve pas. Alors, ça, c'est notre A. Ça, c'est notre A. Il y a un problème. A ou B. Oui, ça, c'est notre A. P de 1, c'est quoi? Le B. C'est le B. Et ça, c'est le nom B. Voilà. Et ça, c'est le nom B. Pour faire l'analogie, ça m'a demandé de... Ça, c'est le nom B. Donc, on peut déduire le A. Donc, le A, toute cette partie-là, on peut la déduire. Voilà, on l'a déduite. C'est celle-là. C'est ce qu'on a écrit ici. Ça, c'est le A. C'est clair pour cette étape? Oui, madame. OK. Et on a fait la même chose pour la 5e étape. On a pris tout ça, c'est A. Tout ça, c'est B. Le P1, c'est B. Ça, c'est A. Et ça, c'est le nom B. Donc, on peut déduire le A. On applique la règle. On est en train d'appliquer la règle de résolution. On peut déduire le reste de... Et ensuite, la même chose ici. Nous avons P de 2 ou P3, 1. Et nous avons le non P de 2, c'est-à-dire la négation de celle-là. Donc, on peut déduire celle-là. Et on a trouvé que P3,1 est vrai. C'est l'application tout simplement de cette règle-là, la résolution unitaire. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, c'est bon, merci, Ok. madame. Ok. Donc, on avance. Ah, pardon. Donc, ici, conserver, oui. Voilà. Donc, ici, pour le chapitre concernant les agents intelligents avec la série, on l'a terminé. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on commence la planification. Donc, on a vu les différents types d'agents, etc., les agents réactifs, les agents cognitifs, et nous avons dit que cette classification, c'est une autre, c'est-à-dire finalement, nous avons deux classifications. Soit nous avons la classification qui dit que nous avons les agents simples réflexes, à état, à but, à utilité, par la suite apprenant. Soit nous avons ce qu'on appelle les agents réactifs. Réactif veut dire c'est les agents simples réflexes. Et cognitif, c'est toute la suite. Donc, un agent cognitif, ça peut être avec à but, à état, à utilité ou bien apprenant. Et cognitif vient du mot connaissance, ça veut dire que finalement, le fait qu'il a un à état, ça veut dire que finalement, des connaissances en plus. C'est la mémoire, ce qu'il sauvegarde comme historique. Voilà. On a essayé de faire un petit tour sur les aspects qu'on a présentés dans le cours. Et on va commencer maintenant la planification. Voilà. Alors, la planification, c'est quoi? C'est un type d'agent finalement qui peut planifier. C'est un agent qui est réactif cognitif, un agent qui peut planifier, faire de la planification. Il fait de la planification. Et quand on dit il fait de la planification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son environnement, il est comment? Un agent qui fait un plan. Sachant qu'un plan, c'est quoi? Donc, nous avons notre agent ici. Vous suivez? Vous voyez le slide? Oui? Oui, madame. Oui. OK. Donc, nous avons notre agent. Bien sûr, il perçoit l'environnement et il agit sur l'environnement et nous avons notre environnement. Alors, quand il perçoit l'environnement, puisqu'il a une vue sur l'environnement, donc il peut faire un plan. Il veut réaliser certaines tâches. Il a un état initial et il veut aller vers un état final. Donc, pour pouvoir réaliser ce plan, le plan, c'est quoi? C'est une suite d'actions.
C'est une séquence d'actions, une suite d'actions. Action 1, après action 2, après action 3. Alors, pour construire ce plan-là, il a besoin, première des choses, d'avoir une vue globale sur l'environnement. C'est clair? Il a une vue sur l'environnement parce que s'il n'a pas de vue, il ne peut pas faire de plan. Il a devant lui toutes les informations dont il a besoin pour faire le plan. Donc, il a une vue sur l'environnement. C'est clair? Pour cet exemple-là, sûrement, cet agent, s'il va faire des tâches, certaines tâches ici, par exemple, faire une certaine disposition de ces objets, il voit tous les objets, comment ils sont disposés, leur type, etc., pour essayer de faire un raisonnement et générer un plan d'action. Par exemple, mettre les objets bleus d'un côté, mettre les verts d'un côté, mettre les rouges de l'autre côté, etc., etc. Ou bien mettre les objets qui ont la même structure dans un endroit, donc finalement, il voit l'environnement. Donc, il a une vue globale sur l'environnement. Et le fait déjà qu'on dit qu'un agent, il a une vue globale déjà pour ce point-là, on peut dire que c'est un agent qui est comment par rapport à un réactif cognitif? Par rapport à un réactif cognitif, il est comment? Nous avons dit les agents réactifs n'ont pas de vue sur l'environnement. C'est juste leur perception proche, hein? Juste une petite perception et après stimuli, action. Alors qu'ici, il voit tout l'environnement, il voit tous les objets, etc. Donc, c'est un agent qui est cognitif. C'est clair pour cet aspect? Et on va le voir dans la suite, bien sûr. Alors, nous avons dit que les agents réactifs, voilà, ils font des réactions instantanées à des stimuli. Les stimuli, c'est juste une perception, mais très limitée, c'est-à-dire vraiment dans le voisinage proche de cet agent. Et c'est différent, c'est-à-dire un agent réactif, comment il agit, c'est différent de faire de l'anticipation, de la réflexion sur les buts. Anticiper et réfléchir sur les buts. Ça veut dire que finalement, le fait d'anticiper, ça veut dire que finalement, il a devant lui un environnement, tout l'environnement. Après, il a un état initial et il veut aller vers un état final. Donc, pour aller vers cet état final, il va prévoir, enchaîner, adapter pour générer un plan. L'objectif de tout ça, donc il va faire un raisonnement avant d'agir. Faire un raisonnement de construction du plan avant d'agir. Donc, il va faire ça. Donc, tout ça, il le calcule avant de faire quoi que ce soit, avant d'exécuter le A1. C'est-à-dire, il va dire que, voilà, pour aboutir, bien sûr, il a un état initial, et il veut aller vers un état final. Il veut aller vers un état, quel que soit le problème qui est posé. Hein. Il veut aller vers un état final. Donc, il va réfléchir, il va faire un algorithme, un programme qui lui permet de générer un plan de passage de cet état vers cet état. Ce plan-là, c'est comment il va le faire, c'est-à-dire pour aller de cet état vers cet état, il va exécuter l'action A1, puis l'action A2, puis l'action A3. Donc, c'est une prédiction finalement. Donc, il anticipe, il prédit. Il va dire que si je veux aller vers cet état-là, je dois exécuter premièrement A1, puis A2, puis A3. Il n'a pas encore exécuté. Il a généré le plan seulement. Après, il y aura une décision. Voilà, il y a le plan qui a été généré, qui a été construit. Après, une décision d'exécution du plan. Alors, il exécute, il commence par exécuter A1, ensuite il exécute A2, ensuite il exécute A3. Donc, il fait le plan, après, il passe à l'action. Donc, il construit son plan avant de passer à l'action d'exécution de ce plan. Voilà. Donc, alors, pour un problème de planification, nous avons bien sûr besoin des états possibles, des actions possibles et du but.
Et quand on dit état possible, tous les états à travers lesquels il peut passer pour aller vers son action. Et bien sûr, l'état but, et nous avons aussi l'état initial. Et tous les états intermédiaires vers lesquels il va aller, l'état initial. Et l'ensemble des actions qu'il peut exécuter. Donc, nous avons l'état initial, l'état but, et nous avons aussi les actions. Qu'est-ce qu'il a comme action? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont ses actions? Bien sûr, les actions, elles sont bien délimitées, c'est-à-dire bien, comment dire, c'est comme si on est dans un environnement discret. C'est-à-dire il peut faire telle action bien délimitée. Chaque action est bien délimitée. Donc ici, nous avons le domaine des actions. Nous avons le domaine, c'est l'ensemble des actions qu'il peut faire. Nous avons le but, c'est le problème qui est posé, c'est aller vers le but. Et nous avons un état initial, c'est les connaissances sur l'environnement et l'état sur lequel il se trouve. L'agent planificateur, il va générer un plan et par la suite, il va exécuter un plan suite à une décision d'exécution. Il va exécuter. Mais ici, ce n'est pas l'exécution du plan, c'est juste générer ce plan-là. C'est-à-dire pour réaliser, pour aller vers l'état final, je dois faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Il se dit ceci. Après, s'il décide d'exécuter le plan, il l'exécute par la suite. Donc ici, l'exécution vient par la suite. Donc, la planification, c'est la tâche de trouver une séquence d'actions finalement qui mène l'état initial de notre agent de l'état initial vers l'état but. Pour l'environnement, bien sûr, il doit être, parce que sinon on ne peut pas faire de la planification, il doit être complètement observable, il voit tout. S'il ne voit pas tout, il ne peut pas faire un plan. Déterministe, c'est-à-dire que dans le sens, quand il exécute une action, il sait que le résultat, c'est tel résultat. Ce n'est pas avec des probabilités. Ce n'est pas stochastique, c'est déterminé. C'est-à-dire si j'exécute une action, ça veut dire que j'aurai sûrement tel résultat. Ce n'est pas avec des probabilités. Bien sûr, l'environnement doit être fini, c'est-à-dire finalement, il ne faut pas qu'il y ait des changements au cours de la construction du plan, par exemple, des changements au niveau de l'environnement. Et statique, c'est-à-dire fini, délimité, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit infini. Hein. C'est-à-dire un environnement comme ça, infini, un agent ne peut pas résoudre un problème avec. Statique, bien sûr, il n'y a pas de changement au niveau de l'environnement, sauf les actions de l'agent lui-même, c'est-à-dire quand il agit dans l'environnement. Et bien sûr, discret, c'est-à-dire finalement, c'est des états discrets, c'est-à-dire tel état, vers tel état, vers tel état, donc c'est discret. Il n'y a pas une continuité. Continuer peut-être à l'intérieur des fonctions, des actions elles-mêmes, peut-être qu'il y a des aspects continus, mais l'action telle qu'elle est prise, ou bien les états tels qu'ils sont pris, c'est discret. C'est l'un est indépendant de l'autre. On va le voir dans la suite. Alors, pour faire de la planification, nous avons besoin d'un langage. Les langages classiques de programmation, etc., ne permettent pas. Bon, ils permettent, mais à un niveau plus bas. Mais à un niveau plus haut, pour la construction du plan, nous avons besoin d'un langage adapté pour la construction de plan. Alors, le premier langage qui a été écrit pour la planification, c'est ce langage-là, c'est le langage STRIPS. C'est un langage qui est américain par cet institut-là. C'est un institut américain. Le langage a été créé en 61, a été écrit en 71 pour un robot connu, qui est le robot Shake. C'est un robot dans un environnement avec des objets, ici des objets. Et bien sûr, l'objectif de ce robot, c'est une première expérimentation d'un robot. Qu'est-ce qu'il fait ce robot? C'est de déplacer des objets, bien sûr, mettre des objets allumer la lumière. Il a un certain nombre de tâches bien précises. Et l'environnement est bien fini, limité, etc. Statique, dans le sens, il n'y a pas de changement dans par exemple, l'ensemble des objets, etc. Voilà. Et pour cela, nous avons besoin d'utiliser, puisque c'est un environnement qui est discret, qui est fini, on peut utiliser, et c'est un problème qui s'approche de la logique, hein, c'est un problème logique. Et donc, on s'est inspiré de la logique des prédicats pour créer ce langage-là.
Donc, Strips, c'est un langage inspiré de la logique du premier ordre où les états possibles, ce sont seulement des conjonctions de prédicats positifs. Par exemple, ici, l'exemple de Shake, c'est at, c'est un prédicat, et les paramètres de ce prédicat-là, par exemple, Shake, door to. Supposons que nous avons deux chambres, deux salles, salle 1, salle 2, par exemple. Donc, et l'ensemble des objets, bien sûr, ils sont, j'ai défini, c'est-à-dire l'ensemble des objets sont numérotés, etc. C'est des constantes finalement. Donc, box 2, pour dire, il y a un certain nombre de box. Box, c'est ça, c'est les objets. C'est les objets qui sont autour du door, c'est ça, c'est la porte. Supposons que nous avons. Voilà, ça le schéma. Voilà, ça c'est le schéma. Donc nous avons ici 4 rooms, 4 salles, 4 salles. Et nous avons notre robot, Shake. Et chaque salle, elle a une porte. Donc nous avons aussi, chaque salle, elle a la lumière, pour allumer la lumière. C'est une expérimentation. Ici, nous avons le couloir, un couloir. Et après, nous avons des box ici, des box, des objets. Par exemple, ici, nous avons 3 box, box 1, box 2, box 3. Voilà. Et bien sûr, 4, box 4. Et ce robot-là, il se déplace entre les salles et il ramène, par exemple, ces objets-là d'une salle vers une autre, etc. etc. Donc, c'est un problème d'expérimentation de la robotique, hein, les premières expérimentations de la robotique. Donc, ils ont fait ce langage-là. Donc, l'état, le fait de dire at Shake door to, ça veut dire que le robot, il est à ce niveau. Il est devant la porte. At box 2 door 2, ça veut dire que le box 2, où est-ce qu'elle est? Celle-là, elle est devant la porte. Voilà. Ça, c'est un exemple d'état. Un exemple d'état. Voilà. Les actions, ce ne sont pas des prédicats, mais c'est des actions. C'est le nom d'action. Donc, nous avons l'action push, et après, c'est les paramètres de cette action-là. Nous avons besoin de quoi? Donc, nous avons push, par exemple, c'est pousser l'objet, box 2, l'objet 2, de la porte du niveau, hein, porte 1 vers le niveau porte 2. Donc, il va la déplacer. Bien sûr, les opérations, il y a une certaine continuité, mais on le voit, le problème lui-même de planification, on le voit comme étant un problème discret. Vous avez compris cette histoire de discret continu. Parce que il y a une continuité, le fait de déplacer un objet qui va de door 1 à door 2, c'est une continuité qu'on fait, c'est un problème qui est continu. Mais on le représente de cette manière, de façon discrète, c'est-à-dire le passer de door 1 à door 2. C'est cette fonction qui le réalise, push. Et pour chaque action, bien sûr, nous avons des préconditions et des effets. Préconditions, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui doivent être vraies pour que je puisse exécuter mon action, tout simplement. C'est-à-dire, si j'ai à réaliser push, il faut que, par exemple, je ne sais pas, push box 2, door 1 de door 2, ça veut dire que normalement, at box 2, ici, pour pouvoir exécuter celle-là, push box 2, door 1, door 2, ça veut dire que déjà, pour exécuter cette action, il faut que la précondition soit comment? Donnez-moi, qu'est-ce qu'on doit avoir? En s'inspirant de cet exemple des prédicats d'état. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Pour pouvoir exécuter push, c'est-à-dire pousser le box 2 de door 1 vers door 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis en train de mélanger l'anglais avec l'essentiel. Alors, push. Précondition. Donnez-moi la précondition pour ça. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? On n'est pas Oui, déconnecté. madame. Ah, ok. Alors, précondition pour push, pour pouvoir pousser l'objet le box 2, qui est au niveau door 1 vers door 2. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir?
en s'inspirant de ça. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme précondition? Il faudrait avoir le box 2 au niveau de DOR 1. Parce que sinon, comment je vais pousser un objet? Ils me disent l'objet de DOR 1 vers DOR 2. Si je le pousse de DOR 1, ça veut dire que l'objet doit être au niveau de DOR 1. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, donc il faut que la précondition soit vraie. Quelle précondition? C'est celle-là. C'est at box 2 doit être vrai, sinon je ne peux pas Door exécuter 1. box 2 sinon je ne pourrais pas. C'est clair? Donc pour exécuter les actions, je dois avoir certaines préconditions à vrai pour pouvoir les exécuter. C'est les conditions d'exécution de l'action. Maintenant, les effets, nous avons deux types d'effets. C'est les modifications des prédicats après l'exécution de l'action. Et ces modifications dans deux sens. Il y a des prédicats qui étaient vrais deviennent faux suite à l'action, bien sûr. Et il y a des prédicats qui étaient faux deviennent vrais suite à l'exécution de l'action. Donc, on appelle ceci la liste. C'est des listes finalement de prédicats. C'est des listes. C'est la liste de retrait et la liste d'ajout. La liste de retrait, c'est tous les prédicats qui étaient vrais avant l'exécution de l'action et qui deviennent faux après exécution de l'action. Ils deviennent faux. Donc, c'est retrait, ça veut dire on l'a retiré. C'est comme si c'est la liste des prédicats vrais. Et puisque quand j'exécute l'action, le prédicat devient faux, alors le fait d'exécuter, regardez ici par exemple, le fait d'exécuter push box to door and door to, après exécution, automatiquement, le at box to door 1 devient Faux. voilà. C'est ça la liste de retrait. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir vrai? C'est la liste d'ajout. Ce qui va devenir vrai, ce qu'on va ajouter comme prédicat qui va devenir vrai, c'est at quoi? Après exécution de l'action. C'est at quoi? Qui devient vrai. C'est at, Box 2, At couloir. box 2 door 2. voilà. D'autres. Voilà. Voilà. Et c'est ça la base de la planification en utilisant ce langage-là. C'est un langage très simple, c'est simple comme langage. Donc, nous avons des prédicats pour formaliser, représenter les états possibles, et nous avons un ensemble d'actions possibles de notre agent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, donc c'est des conceptions. On conçoit notre robot, notre agent, pour qu'il puisse faire certaines actions. Il ne peut pas faire n'importe quoi. On précise les actions qu'il peut faire. Donc, c'est un ensemble fini, que ce soit dans l'environnement, que ce soit les actions qu'il peut faire, que ce soit les états possibles qu'il peut avoir. Alors, maintenant, pour planifier, nous avons différentes méthodes de planification. C'est-à-dire, si on veut planifier, on doit suivre des méthodes. Alors, il y a deux grandes classes de planificateurs. Nous avons les planificateurs linéaires et nous avons les planificateurs non linéaires. Alors, planificateur linéaire, c'est une suite d'actions l'une à la suite de l'autre jusqu'à la fin, l'état final, de l'état initial vers l'état final. Supposons ici, par exemple, on veut mettre les chaussettes puis les chaussures pour les deux pieds. Donc, on va faire left sock, c'est-à-dire les chaussettes gauche, ensuite right sock, la chaussette droite, ensuite left shoe, la chaussure de gauche, chaussure droite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste un plan pour mettre les chaussettes et les chaussures. Voilà, c'est un exemple. Planification non linéaire, c'est le fait de pouvoir construire un plan, mais là où on peut faire du parallélisme, on le fait. C'est quand on a des actions qui sont indépendantes l'une de l'autre, on peut faire du parallélisme. Bien sûr, puisque la planification, c'est dans le cadre de la robotique, etc., les agents, même les agents logiciels, etc., qui font de la planification. Donc, on peut faire ceci, c'est-à-dire démarrer de l'état initial, faire
left sock et right sock en parallèle, pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche? Si nous avons un robot qui va mettre les chaussettes dans les pieds d'une personne, par exemple, donc il va lui mettre chaussettes gauche-droite en même temps, après les chaussures, et après on aboutit à l'état final. Hein? Donc la planification linéaire, c'est vraiment linéaire, dans le sens une action à la suite de l'autre. Alors que la planification non linéaire, c'est la planification où on peut faire du parallélisme. Et puisqu'on peut faire du parallélisme, donc c'est la planification non linéaire qui est la plus intéressante, parce qu'on gagne en temps déjà. On gagne en temps. C'est-à-dire, voilà, donc les méthodes de planification pour la linéaire. Hein, pour la linéaire, comment va-t-on faire cette planification? On utilise les méthodes de recherche. Donc, c'est la planification chaînage avant, planification chaînage arrière. Donc, finalement, c'est de la recherche dans des espaces. C'est la recherche dans des espaces forward ou bien backward. Alors, l'inconvénient de cette méthode-là, de ces deux méthodes, que ce soit chaînage avant, c'est-à-dire démarrer du but ou bien démarrer des états vers le... C'est comme pour les systèmes experts, la même chose. Alors, le problème avec ces planificateurs, c'est qu'ils ont un facteur de branchement très élevé. C'est des parcours inutiles. On fait tous les parcours. Après, une fois qu'on trouve notre état, on s'arrête. Ici, il y a une perte de temps importante quand même. Il y a une troisième méthode, c'est un planificateur linéaire, c'est la planification par empilement de buts. C'est un algorithme qui est connu, le Gold Stack Planning, mais son problème, c'est la planification empilement de buts, ça veut dire qu'il utilise une pile et il empile tous les sous-buts, c'est-à-dire nous avons un but global. Et nous avons dit que le but global, c'est une conjonction, si on revient ici. Le but, c'est quoi? C'est une conjonction de prédicats, par exemple, ici. À la fin, je dois avoir, par exemple, at box 2, room 4, par exemple, at box 2, at box 1, room 3, par exemple. C'est ça l'état final que je veux avoir. Donc, c'est une conjonction de prédicats. La même chose ici. Donc, pour la planification avec Gold Stack Planning, qu'est-ce qu'on fait? On a un ensemble de sous-buts. C'est un but qui est une conjonction de prédicats. Donc, c'est un but final. C'est une conjonction de prédicats. Et chaque but, on va l'empiler. On va faire un empilement. Empiler les buts, comme ça. Et après, on va résoudre chaque but en utilisant cette pile. Et à chaque fois qu'on résout un but, on le dépile. Donc, c'est de l'empilement des buts. C'est un algorithme, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cet algorithme-là. Mais il y a un problème au niveau de cet algorithme-là. Donc, un problème, il est efficace, etc., mais parfois, on tombe dans un petit problème qui est l'anomalie de Sussman, celle-là, que je vais expliquer dans la suite. Voilà. Donc, on trouve une anomalie. C'est quoi cette anomalie? C'est qu'on se retrouve comme une boucle infinie. C'est-à-dire, pour exécuter un but, je suis obligé de dépiler, c'est-à-dire d'enlever le sous-but précédent. C'est-à-dire que je reviens en arrière. C'est comme si je me retrouve. L'anomalie de Sussman, c'est comme une boucle infinie. C'est-à-dire, pour résoudre un but, je vais faire telle tâche, telle action, mais pour résoudre le deuxième sous-but, je suis obligé de défaire ceci. Sinon, je ne pourrais pas. Je me retrouve bloqué. C'est ça l'anomalie de Sussman, qu'on va voir dans la suite. Donc, ça, c'est la planification linéaire. Donc, c'est des planificateurs, mais qui présentent l'inconvénient. Par exemple, ici, c'est une perte de temps. On fait tous les branchements possibles pour trouver notre but. Voilà. Alors, ici, par exemple, juste pour la recherche dans un espace d'état. Donc, pour aller vers une simple tâche, par exemple, du shopping. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Donc, aller ici, à l'école, au supermarché, etc. Donc, toutes les possibilités. Après, pour chaque possibilité, faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire ceci, et faire l'exploration jusqu'à trouver l'état final. Donc, c'est des explorations, c'est des parcours des fois inutiles. C'est comme l'inconvénient qu'on avait dit dans les systèmes experts pour
le profondeur d'abord, etc. C'est le même problème, c'est de faire tous les branchements jusqu'à aller vers l'état but, que ce soit en profondeur d'abord, en largeur d'abord. L'essentiel, c'est beaucoup de branchements. Alors, pour résoudre ceci, certains du domaine, certaines personnes du domaine qui travaillent dans le domaine, surtout la planification en intelligence artificielle, ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont écrit finalement un algorithme de planification, mais qui n'est pas linéaire. C'est un planificateur partiellement, donc c'est partial order planning, c'est partiellement ordonné, partiellement ordonné. Donc il y a un certain ordre, mais c'est partiel. Donc il y a du parallélisme à l'intérieur. Il y a du parallélisme à l'intérieur. Voilà. En prenant en considération les problèmes de conflit. Parce que si on fait du parallélisme, des fois, le fait de faire des actions en parallèle, des fois, on trouve des problèmes de conflit à l'exécution. Par exemple, pour cet exemple-là, bon, on va faire ceci, voilà, cette action, par exemple, start. Ensuite, on est at home, c'est-à-dire chez soi. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Après, on va aller au magasin, par exemple. On va acheter une perceuse. Donc, l'action, c'est buy drill, c'est acheter la perceuse. Ensuite, on était au magasin, on va aller vers le supermarché. Et dans le supermarché, on va acheter du lait, milk, des bananes. Et par la suite, on va aller go home, revenir chez soi. Et à la fin, l'état final, c'est une conjonction de prédicats. Donc, la conjonction, c'est have milk, c'est-à-dire avoir le lait qu'on a acheté. At home, bien sûr, on est revenu chez soi. Have banana, ça veut dire qu'on a acheté les bananes. Et have drill, ça veut dire qu'on a acheté la perceuse. Donc, ça, c'est un exemple. Ce qu'on veut, on était at home, ici. L'état initial, il est défini par un seul prédicat, at home. Ensuite, on commence à faire des exécutions des actions. Alors, pour la construction, ça, c'est un plan. Ça, c'est un plan. Alors, je ne sais pas si vous voyez la couleur dans les flèches. Alors, tout ce qui est en noir, c'est des liens causaux, liens causal. C'est des liens causaux. Tout ce qui est en tiré vert, vous voyez les tirés verts? Vous les voyez? Vous les Oui. voyez? Voilà. Ça, c'est des liens d'ordre. Des liens d'ordre. Que veut dire, c'est-à-dire la différence entre ces deux liens? Les liens causaux, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai dit, quand j'exécute une action, comme ça, j'exécute une action, par exemple, buy drill, acheter la perceuse. Je dois, alors, buy drill, ça veut dire que je dois être pas au supermarché, au magasin. Quincaillerie, par exemple, au magasin. C'est bon? C'est bon? Donc, nous avons des actions avec des préconditions. Des actions avec des préconditions. Les préconditions, at SM, ça veut dire qu'on est au supermarché. Sales SM banana, ça veut dire que on va acheter les bananes. On n'a pas encore acheté les bananes. C'est dans ce sens. Une fois qu'on achète la banane, on aura have banane. Ça veut dire que ici, sales supermarket banana, ça veut dire que finalement, on n'a pas encore acheté. Hein? On n'a pas encore acheté. Donc finalement, nous avons nos actions, une suite d'actions. Alors, comment construire ce plan? Je commence, c'est pour vous parler des liens causaux et par la suite des liens d'ordre. Hein. Je commence par la fin. Voilà. Par l'état final. Et je commence à satisfaire les sous-buts. Donc finalement, les préconditions de l'état final, ce sont les sous-buts pour les états qui précèdent.
Donc ça va devenir des sous-buts. At home, have banana, have jelly. C'est des sous-buts. Alors, je commence. Par exemple, pour avoir at home à vrai, pour avoir at home à vrai, c'est un prédicat, il faut faire l'action go home. Vous êtes d'accord? Il faut faire l'action go home. Vous suivez? Oui. Oui, madame. Maintenant, pour avoir le sous-but have milk, il faut exécuter l'action buy milk. C'est clair? Pour avoir les bananes, il faut exécuter l'action buy banane. Et je précise les effets, bien sûr, buy banane. L'effet de cette action, nous avons dit que chaque action, donc je représente l'action comme ça. Je représente l'action comme ça. L'action, elle a des préconditions qui doivent être vraies pour pouvoir exécuter l'action et elle a des effets. Et elle a des effets. Alors, nous avons dit dans la liste des effets, nous avons des prédicats qui deviennent vrais. Voilà, donc généralement, on note dans le plan que le partiellement ordonné, que les prédicats à vrai. On note les prédicats à faux quand on a besoin de ces prédicats à faux. Hein. C'est-à-dire ceux qui deviennent, c'est-à-dire la liste de retrait, généralement, on ne la représente pas, sauf s'il y a un problème de conflit. Donc, par exemple, ici, buy milk, c'est l'effet, c'est quoi? L'effet de cette buy milk, de cette action, c'est have milk. C'est avoir le lait. C'est clair? Donc, pour exécuter l'action, nous avons des préconditions et nous avons la liste des faits. La liste des faits. Préconditions après la liste des faits. Maintenant, pour buy milk, il faudrait être au supermarché, donc at home, et il faudrait que le milk sells SM, ça veut dire que finalement le milk se vend, c'est dans ce sens, hein, se vend au niveau du supermarché. Sells supermarket milk. C'est-à-dire que le lait se vend dans ce supermarché. C'est ça la condition. Donc, je mets les préconditions, je mets les préconditions de mon action et je continue l'algorithme en faisant la satisfaction des nouveaux sous-buts. Donc, pour at home, supermarket, il faudrait exécuter l'action go supermarket. Vous voyez un peu? Il faudrait aller vers le supermarket pour avoir le prédicat at supermarket vrai. Vous êtes d'accord? Et qui est la condition, la précondition pour exécuter le lait, pour acheter le lait. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour cette histoire de précondition et de la liste des faits? Oui. On va aller dans la suite avec des exemples. Mais c'est juste pour, vous avez compris, pour chaque action qu'on ajoute, on doit mettre ces préconditions, on doit noter ces préconditions pour pouvoir l'exécuter, parce que si je ne note pas les préconditions, je ne saurai pas quelles sont les actions qui vont venir avant. Je ne peux pas. Donc, les préconditions vont me permettre de savoir qu'est-ce que je dois exécuter avant pour pouvoir avoir ces préconditions après. C'est clair? Pour cette histoire de… Ça, je suis en train de parler des liens causaux, des relations causales. Ces relations, ça veut dire que finalement, j'ai une précondition, regardez ici, j'ai une action A1, par exemple celle-là. Ensuite, j'ai une condition, celle-là, plutôt celle-là. J'ai une action A1, j'ai, résultat, c'est une condition, c'est at home, et cette action, ce prédicat at home, c'est une condition pour exécuter by mail. C'est clair? Donc, c'est ça le lien causal. C'est ça le lien causal. C'est une action qui me donne un effet et cet effet-là, c'est la précondition pour l'exécution d'une autre action. C'est clair pour le lien causal?
Est-ce que c'est clair pour le lien causal? Oui. Voilà. Maintenant, pour le lien d'ordre. Le lien d'ordre. On va prendre cet exemple-là. Regardez, ici, pour go supermarket, c'est-à-dire pour aller au supermarket, la précondition, c'est seul. Bon, je vais effacer tout ça parce que ça devient illisible. Supprimer. Voilà. Je vais prendre cet exemple-là. Je suis ici. Go supermarket, c'est-à-dire aller vers le supermarché. Alors, pour le supermarché, sa précondition, c'est magasin. Précondition. C'est magasin. C'est clair? Précondition. Bon. C'est magasin. Je suis dans le marché. Nous avons dit que c'est un espace discontinu, c'est-à-dire c'est. Pardon, j'ai eu. C'est l'heure? C'est l'heure? Oui, madame. Ah, pardon, j'ai un problème au niveau de la batterie. Ah, bah, je ne sais pas. J'ai bougé un petit peu le PC, et tout est parti. Bon, est-ce qu'on continue ce point sur les liens d'ordre ou bien on le fait là? C'est comme vous voulez. On continue le point sur les liens d'ordre ou bien là on arrête, hein? C'est comme vous voulez décider, puisque c'est l'heure. Alors, on laisse pour la prochaine séance ou bien comment va-t-on faire? De préférence. Ah, ok, ok. Alors, bon, ça va être la prochaine séance. On continue c'est une partie du chapitre 2 sur la planification. Après, on aborde par la suite les agents mobiles et les systèmes multi-âges. C'est bon? J'aurais aimé avancer, mais bon, on va s'arrêter à ce niveau.
Ben, je vais voir si, on n'a pas avancé pour vous donner un devoir, hein. Donc, je préfère avancer dans le cours, après je vous donne un petit devoir sur la planification. Mais je vous envoie la série.